Le projet Manhattan fut couronné de succès le 16 juillet 1945, l'onde de choc de la première bombe atomique jamais déclenchée balaya le désert du Nouveau-Mexique jusqu'à Albuquerque, oblitérant tout ce qui se trouvait à sa portée avec une chaleur suffisante pour vaporiser l'acier. Le physicien théoricien J. Robert Oppenheimer et les architectes de la bombe se tenaient à 32 km de là, regardant des années de travail se concrétiser. Lorsque le ciel devint plus lumineux que le soleil et qu'un nuage en forme de champignon s'éleva à 12 km dans les airs, les scientifiques comprirent que le programme militaire secret de développement de la bombe atomique, connu sous le nom de projet Manhattan, fut couronné de succès. Oppenheimer déclara « Nous savions que le monde ne serait plus le même ». Des années après la fin du projet Manhattan, il prononça ces mots célèbres « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur de mondes ». Le projet Manhattan débuta par une lettre déposée sur le bureau du président Franklin D. Roosevelt le 6 octobre 1939. La lettre disait « Les nazis ont fait de nouvelles percées dans la recherche nucléaire qui pourraient conduire à ce qu'ils décrivent comme des bombes extrêmement puissantes d'un nouveau type. Je vous prie d'agréer Albert Einstein l'expression de mes sentiments distingués. » Oui, c'est lui, ce physicien dont vous connaissez la formule. Einstein n'était pas un espion, mais il avait quelques amis qui surveillaient l'actualité. En décembre 1938, deux scientifiques allemands découvrirent par hasard que les atomes d'uranium pouvaient être scindés en deux parties radioactives. Deux scientifiques américains, Enrico Fermi et Leo Szilard, pensaient que la découverte des Allemands pouvait être utilisée pour créer une bombe nucléaire plus puissante que tout ce que le monde n'avait jamais vu. Szilard et Fermi commencèrent par essayer de mettre au point un réacteur nucléaire par leurs propres moyens, en s'appuyant uniquement sur les ressources de l'Université de Columbia. Mais un article paru dans le journal bouleversa profondément Szilard. Il découvrit que l'Allemagne s'est emparée des mines d'uranium de la Tchécoslovaquie et avait interdit à ce pays de le vendre à qui que ce soit d'autre que le Troisième Reich. Szilard ne tarda pas à comprendre que les nazis étaient en train de mettre au point leur propre bombe nucléaire. Craignant que Roosevelt n'écoute pas quelqu'un comme lui, Szilard organisa une rencontre avec Einstein, lui fit part de ses craintes et le convainquit de signer la lettre. Il remit la note à Alexander Sachs, économiste et passionné de sciences qui était un ami personnel du président. Roosevelt accepta finalement de rencontrer Sachs le 11 octobre, un mois après l'annonce de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Roosevelt tenta de comprendre ce que le scientifique essayait de dire. Après tout, personne, à part les scientifiques, n'avait jamais entendu parler de quelque chose d'aussi bouleversant qu'une bombe atomique. Finalement, le président dit « Ce que vous voulez, c'est que les nazis ne nous fassent pas sauter ». Ce fut quelque chose qu'il pouvait comprendre. Roosevelt fait alors venir le général Edwin Watson, lui remet les documents et ordonne le lancement du projet Manhattan dans les plus brefs délais. Dans un premier temps, Roosevelt offrit quasiment le financement du projet Manhattan, acceptant d'acheter de l'uranium et du graphite pour les expériences de Szilard et Fermi. Peu de gens croyaient en la faisabilité d'une bombe atomique. Certains estimaient les chances de réussite à 100 000 contre 1. Même Fermi déclarait que ses chances de réussite étaient faibles, le principal problème était le poids de la bombe. Si une bombe nucléaire était possible, une bombe fonctionnelle devrait peser au moins 40 tonnes. La lettre d'Einstein à Roosevelt disait « Ces bombes pourraient bien s'avérer trop lourdes pour être transportées par avion. Aussi puissante soit-elle, la bombe atomique ne rendrait pas service aux États-Unis s'ils ne pouvaient pas la déployer en terrain ennemi. Les Américains sont loin d'être les seuls à disposer d'un programme nucléaire. Deux Allemands réfugiés en Angleterre, Rudolf Peierls et Otto Fritsch, travaillèrent d'arrache-pied pour devancer leurs anciens compatriotes dans la mise au point de la bombe nucléaire et, en mars 1940, ils firent la percée qui allait bouleverser le projet. Ils découvrirent qu'il fallait d'abord une grande quantité d'uranium et qu'il fallait ensuite en séparer un isotope, l'uranium-235 en l'occurrence. Il suffisait d'environ un demi-kilo de cet isotope pour fabriquer une bombe capable de faire exploser une ville entière. L'énergie générée par l'explosion d'une telle superbombe est à peu près la même que celle produite par l'explosion de 1000 tonnes de dynamite. Ensuite, elle produit pendant un instant une température similaire à celle du cœur du Soleil. Les chercheurs avaient également prévenu qu'une bombe nucléaire libérerait des matières radioactives que le vent pourrait disperser dans le monde entier, ce qui, ils le savaient, serait horrible. En effet, même quelques jours après l'explosion, toute personne pénétrant dans la zone touchée pouvait mourir ou développer un cancer. Une fois qu'ils eurent tout compris, le projet Manhattan était prêt à démarrer. Jusqu'alors, l'Angleterre était le premier investisseur dans un programme nucléaire. En 1943,
les États-Unis avaient déjà investi leur premier milliard de dollars dans le projet Manhattan, soit l'équivalent de 15 milliards de dollars aujourd'hui. En comparaison, les Britanniques, qui avaient pris les devants 3 ans plus tôt, n'avaient dépensé que 500 000 livres sterling. Mais les projets des deux pays furent rapidement combinés car les coûts étaient énormes. Le projet Manhattan vit le jour le 17 septembre 1942, lorsque le général Leslie Groves en fut chargé. Avant que M. Groves ne prenne en charge le projet, les scientifiques se battaient pour obtenir des fonds qu'ils devaient pratiquement mendier. Ils ne reçurent que 90 millions de dollars pour construire 4 des premières centrales nucléaires de la planète et eurent du mal à faire quoi que ce soit avec cette maigre somme. Le projet de bombe atomique reçut la même priorité que la construction d'une usine de TNT, si bien que toutes les demandes furent reléguées à l'arrière-plan. Groves changea la donne. 2 jours après avoir rejoint l'équipe, il parvint à convaincre l'administration d'accorder au projet Manhattan la priorité la plus élevée possible chaque fois qu'il en ferait la demande. Le 29 septembre, 12 jours après avoir rejoint l'équipe, Groves acheta 500 000 acres de terrain à Oak Ridge, dans le Tennessee, pour enrichir de l'uranium. Les propriétaires terriens qui y vivaient furent expulsés de leurs terres avec une faible compensation, sans jamais savoir pourquoi. Ils furent contraints de partir et d'observer de loin la transformation de leur ancienne maison en une zone d'exclusion totale, employant environ 80 000 personnes. Une école publique du comté de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, fut saisie pour créer le laboratoire national de Los Alamos, où la bombe devait être mise au point. Une équipe des plus grands physiciens du pays y fut installée, avec des noms comme Enrico Fermi et Richard Feynman. À leur tête se trouvait l'homme choisi par Groves, J. Robert Oppenheimer, aujourd'hui connu comme le Thomas Shelby de la bombe. Tout ce qui concerne le projet Manhattan était tenu secret. Les travailleurs d'Oak Ridge ne pouvaient même pas être informés de ce qu'ils faisaient. S'ils posaient des questions, ils pouvaient être licenciés sur le champ. Un travailleur décrit la situation de la manière suivante. Lorsque l'aiguille est passée de 0 à 100, j'ai tourné une valve. L'aiguille revenait à 0. Je tournais une autre vanne et l'aiguille revenait à 100 toute la journée. La sécurité était encore plus stricte à Los Alamos. Même Einstein et Szilard, les scientifiques dont la lettre avait donné le coup d'envoi du projet Manhattan, étaient pratiquement interdits d'accès. Szilard disposait d'une certaine autorisation, mais Groves limitait son rôle. Il était citoyen allemand et pacifiste, ce qui rendait Groves extrêmement nerveux. Il ordonna le renvoi de Szilard de l'équipe, et comme il n'approuvait pas cet ordre, le FBI le suivit partout où il allait. Einstein fut complètement coupé du monde. L'armée l'a jugé inapte à traiter de questions hautement secrètes liées à la défense nationale. Le professeur Einstein est un radical extrémiste, affirme un mémo militaire de l'époque, et Einstein est étiqueté comme communiste. Même la presse était très distraite. Rien de ce qui avait trait à la fission atomique n'était autorisé dans les journaux, en particulier dans les tabloïds. Ironiquement, c'est toute cette confidentialité qui attira l'attention des soviétiques. En 1942, un scientifique soviétique nommé Georgy Fliorov alerta Staline sur le fait que, pendant 2 ans, les Américains n'avaient pas prononcé un seul mot sur la fission nucléaire. La seule explication, lui dit Fliorov, était qu'ils travaillaient sur la bombe. C'était le début du programme d'espionnage des soviétiques. Einstein ne réussit jamais à pénétrer dans le laboratoire national de Los Alamos. Mais Klaus Fuchs y parvint et rapporta tout ce qu'il avait appris au service de renseignement militaire soviétique. Un couple réussit également à voler le projet de bombe atomique et à le remettre aux soviétiques. Le 16 juillet 1945, une bombe nucléaire baptisée Trinity fut transportée dans le désert du Nouveau-Mexique. 10 années de recherche et d'essais plus tard, les scientifiques du projet Manhattan avaient enfin créé ce qu'ils pensaient être une arme nucléaire utilisable. Il était maintenant temps de la tester. Au cas où quelque chose tournerait mal, la bombe fut placée dans une enceinte de confinement composée de 214 tonnes d'acier et de parois de 14 pouces d'épaisseur. En cas d'échec, Groves et Oppenheimer pensaient que la cuve de confinement leur permettrait de récupérer le plutonium qu'elle contient en toute sécurité. Si elle fonctionnait, la bombe vaporiserait l'acier. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Avant de faire exploser la bombe, les hommes du laboratoire national de Los Alamos avaient parié sur l'ampleur de l'explosion. La bombe explosa avec une force de 20 kilotonnes, éclipsant toutes les prévisions. Oppenheimer aurait été très heureux ce jour-là. La bombe devait être mise en œuvre en moins de 30 jours. Le 6 août 1945, la première bombe atomique fut larguée sur Hiroshima, et seulement 3 jours plus tard, une seconde bombe fut lâchée sur Nagasaki. Les explosions tuèrent environ 105 000 personnes le premier jour et en blessèrent gravement 94 000 autres. 100 000 autres personnes sont mortes dans les mois qui ont suivi les explosions. Pour Groves, le bombardement du Japon était un triomphe. Dans son dernier discours aux scientifiques du projet Manhattan, il les considéra comme des héros,
déclarant « Vous avez construit l'arme qui a mis fin à la guerre et ainsi sauvé d'innombrables vies américaines ». Tout le monde n'était pas d'accord avec lui pour considérer qu'il s'agissait d'une victoire pour la paix. Einstein avait le cœur brisé. Des centaines de milliers de personnes étaient mortes et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Si j'avais su que les Allemands ne seraient pas en mesure de mettre au point une bombe atomique, je n'aurais rien fait. Ce projet changea certainement le monde pour toujours. En 1949, des scientifiques soviétiques utilisant des données volées au projet Manhattan développèrent leur propre bombe nucléaire sur le modèle de celle tombée à Nagasaki. Cela marqua le début de la guerre froide. Aujourd'hui encore, le monde vit sous la menace constante d'une catastrophe nucléaire. Oppenheimer regretta ce qu'il avait entrepris. Il passa la guerre froide à lutter pour mettre fin à la course aux armements nucléaires, faisant si vigoureusement campagne pour la paix qu'il se retrouva devant la commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants, accusé d'être communiste. La bombe atomique a été un tour de vis, a déclaré Oppenheimer en évoquant son héritage. Elle a rendu la perspective d'une guerre future insupportable.